Le temps ne s'est pas plié sous la lumière ni le son. Il a seulement coulé. Quand mes pattes ont touché le front occidental, j'ai senti la boue froide s'agripper au corps comme si elle voulait m'entraîner dedans. L'air portait la poudre, l'humidité et la décomposition. Il n'y avait pas de gloire là, seulement des hommes enterrés vivants tandis que le monde apprenait à tuer à l'échelle industrielle. Les tranchées coupaient à la Belgique et la France comme des plaies ouvertes. Des couloirs de boue, de bois pourri et de corps épuisés. Les soldats y vivaient pendant des semaines, parfois des mois, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Ils dormaient debout, infestés de poux, observés par des rats trop gros pour causer de l'effroi. La guerre n'avançait pas. Elle s'accumulait seulement. En 1914, ils disaient que tout serait fini pour Noël. En 1915, personne ne le répétait plus. Les promesses d'avance rapide avaient coulé avec des centaines de milliers de morts. Chaque mètre conquis coûtait trop de vie et changeait rarement la carte. L'enthousiasme est mort tôt, remplacé par une attente corrosive. La terre a cessé d'être sol. Elle est devenue abri, tombe et ennemi. Les pluies constantes transformaient les tranchées en fossés fétides. La gangrène s'est propagée rapidement. Les hommes perdèrent les doigts, les pieds, les jambes. Certains mouraient lentement, encore conscients, tandis que leur propre corps faillait devant eux. Il n'y avait pas de discours héroïque. Aucun drapeau levé avec fierté. Seulement des ordres répétés mécaniquement, transmis par des officiers aussi prisonniers que les soldats ordinaires. La guerre moderne n'exigeait pas du courage individuel. Elle exigeait une résistance passive, endurer l'insoutenable sans demander pourquoi. Là, j'ai compris que ce n'était pas une guerre de héros. C'était une guerre d'usure. L'ennemi n'était pas seulement de l'autre côté de la tranchée. Il était dans le temps qui ne passait pas, dans la répétition quotidienne de la mort. Et le temps était l'arme la plus cruelle de toutes. Le son ne cessait jamais. Même sans explosion, il y avait l'attente. L'artillerie apprit aux hommes à craindre le silence autant que le bruit. Quand tout se taisait quelques minutes, ils savaient que quelque chose allait tomber. Le ciel n'était plus ciel. Il était devenu une menace suspendue. En juin 1916 a commencé la bataille de la Somme. L'artillerie britannique a tiré pendant 7 jours avant l'attaque. Des canons jour et nuit. Le sol tremblait comme s'il était vivant. Les soldats dormaient au son d'explosions et se réveillaient avec d'autres explosions. Penser clairement devenait rare. Beaucoup devenaient fous sans jamais voir l'ennemi. On appelait cela le choc d'obus. Le corps restait intact, mais l'esprit se déchirait. Tremblement, mutisme, panique. La guerre n'avait plus besoin de tuer pour gagner. Elle devait seulement briser l'esprit, jusqu'à qu'il cesse de réagir. J'ai observé des hommes incapables de tenir une tasse ou de répondre à des ordres simples. Certains étaient renvoyés aux tranchées, d'autres fusillés pour lâcheté. L'émotion était devenue une défaillance technique. La machine ne s'arrêtait pas à cause d'esprits brisés. Les ordres venaient de cartes propres, loin d'ici. En bas, dans la boue, ils signifiaient des attaques frontales contre les mitrailleuses. Un coup de sifflet retentissait. Les hommes sortaient sachant que peu reviendraient. Non par erreur, mais parce que le système exigeait l'avance constante. Le premier jour de la Somme, 19 000 soldats britanniques sont morts. Plus de 60 000 ont été blessés. En quelques heures, le terrain se remplit de cadavres qu'on ne pouvait pas récupérer. La machine tournait. Les vies n'étaient que du carburant. Dans les tranchées, la vie se réduisait à l'essentiel. Manger, dormir, survivre. Quand la nourriture arrivait, elle était froide. Des boîtes de viande salée, des biscuits durs, du thé faible. L'eau était contaminée. Les maladies se propageaient, ou les hommes déféquaient, ou ils dormaient. Les rats grandissaient énormément, alimentés par des cadavres non enterrés. Ils marchaient sur les soldats endormis sans crainte. Ils mordaient les doigts, les oreilles, les visages. Quand cela devient normal, quelque chose de fondamental a été cassé de l'intérieur. Les lettres de maison se lisaient jusqu'à se désintégrer. Elles parlaient de rues intactes, de récoltes, de naissances. Elles étaient des ancres fragiles à un monde qui semblait trop lointain.
Beaucoup de soldats ne pouvaient plus imaginer y retourner. La mort cessait de choquer. Elle devenait logistique. Un cadavre de plus signifiait moins d'espace et plus de risques de maladie. L'empathie devait être désactivée. Sentir trop devenait dangereux dans un environnement qui exigeait un fonctionnement constant. Les jeunes hommes arrivés pleins de discours patriotiques regardaient maintenant le vide. Ils ne croyaient plus à la victoire. Ils existaient seulement, attendant qu'une balle, une infection ou un effondrement ne choisissent leur nom ce jour-là. Là, j'ai compris que la Première Guerre n'avait pas banalisé que la mort. Elle avait banalisé la vie elle-même. Les hommes devenaient interchangeables, des chiffres remplaçables dans les rapports. L'individualité se dissolvait lentement dans la machine. La guerre cessa d'être un affrontement entre hommes et devint une expérience industrielle. Les mitrailleuses définissaient le rythme du champ de bataille. Peu de soldats dans une position défensive pouvaient arrêter des centaines en attaque. Le courage personnel perdit sa valeur. Les humains se calculaient en chiffres. Combien tombent? Combien peuvent encore être envoyés? À Verdun en 1916, des mois de combat mouluent les hommes sans trêve. Les bombardements duraient des jours. L'objectif n'était pas une victoire rapide. C'était l'usure, briser la capacité à résister jusqu'à ce que l'ennemi s'effondre d'épuisement. La logique était simple et cruelle, détruire non seulement les corps, mais l'idée de continuer. Nouvelles armes surgissaient comme réponse automatique à l'échec. En 1915, le gaz chlore apparut. Puis le gaz moutarde. Le vent portait la mort. Les poumons brûlaient, les yeux s'aveuglaient, la peau se crispait. Beaucoup mouraient étouffés, conscients jusqu'à la fin. La technologie n'apporta pas de précision. Elle apporta des façons plus efficaces de blesser. J'ai observé les officiers traiter les limites humaines comme des paramètres. Combien d'heures sans sommeil avant que l'esprit se brise? Combien de jours sous un feu constant avant l'effondrement? Les soldats devenaient des données dans un système qui n'avait pas besoin de haine pour tuer. Il avait besoin d'obéissance, de rapports de perte et du remplacement des unités comme des pièces usées. Rien là n'était personnel. Beaucoup ne voyaient jamais le visage de celui qu'ils tentaient de tuer. L'ennemi était un bruit, une direction, un point sur la carte. La distance émotionnelle faisait partie de la méthode. Moins la cible semblait humaine, plus facile était de continuer à tirer et de retourner au même endroit. En 1917, les chars apparurent et le ciel devint champ de bataille. C'étaient des machines lentes et étouffantes. Elles ne sauvaient pas des vies. Elles changeaient seulement comment les perdre. La guerre occupait tout. La terre, l'air et l'imagination de ceux qui croyaient encore au retour. Avec le temps, l'horreur devint habitude. Les soldats reconnaissaient les projectiles par le bruit. Ils savaient quand courir, quand se baisser, quand accepter qu'il n'y avait pas de refuge. La peur cessa d'être une pensée et devint réflexe. La guerre enseignait vite. Survivre signifiait réagir avant de comprendre. Les dates perdirent leur sens. Noël, anniversaire, saison. Tout se dissolvait dans la répétition. Les lettres arrivaient apportant des morts avec une fréquence mécanique. L'extraordinaire devint routinier. Dormir peu, manger mal, attendre, enterrer, revenir à la position. Beaucoup ne combattaient plus pour la patrie ou l'honneur. Ils combattaient pour l'homme à côté et la chance de traverser l'aube suivante. La guerre se maintenait par inertie. Continuer était plus facile qu'admettre que rien ne le justifiait. L'adaptation exigeait un prix élevé. Pour endurer, il fallait éteindre l'empathie, la délicatesse, l'espoir. Ce n'était pas un choix moral, c'était la survie. Et quand l'esprit apprend à s'éteindre, il ne s'allume pas toujours après. J'ai observé des rires où il n'y aurait pas dû y avoir des rires, des blagues entre les cratères, des conversations près des cadavres. L'humour noir était un bouclier. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une tentative désespérée de rendre supportable un environnement sans place pour le deuil. Là, j'ai compris que la guerre n'avait pas besoin de haine constante. Elle avait besoin d'indifférence entraînée. Quand la mort devient environnement, elle cesse d'être événement, et l'impensable devient acceptable.
En juillet 1917 a commencé Passchendaele en Belgique. L'objectif était d'avancer quelques kilomètres. La réalité était boue, artillerie et hommes poussés contre des positions presque intactes. L'offensive continua parce que la retraite signifiait admettre que des vies avaient été dépensées pour rien. Le terrain semblait vivant. Un estomac fait de boue, pluie et restes humains. Les soldats s'enfonçaient jusqu'à la taille. Les chevaux disparaissaient. Certains glissaient et s'évanouissaient. Pas par balles, mais par la terre. La guerre était avalée par le sol lui-même. Les rapports parlaient manche de progrès. Les cartes marquaient les lignes. Dans la boue, il y avait répétition. Attaquer, tomber, remplacer. Continuer semblait moins terrifiant que s'arrêter. S'arrêter exigerait de dire à haute voix que tout avait été vain. Wilfred Owen écrivit sur cette guerre avec une clarté douloureuse. Il mourut jour avant l'armistice. Il survécut des années d'horreur pour tomber quand la sortie existait déjà. Le temps semblait choisir les victimes par caprice. Après 108 jours, ils occupaient les ruines du village. Il n'y eut pas de célébration. La conquête ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à une pause dans le compte des morts. Le sens avait été vidé du conflit. Là, j'ai compris que Passchendaele détruisit quelque chose au-delà des corps, la capacité humaine de justifier la souffrance. Quand la technique insiste et l'empathie recule, la folie devient norme. Le 11 novembre 1918, l'armistice fut signé. Les tirs cessèrent. Le silence fut étrange pour ceux qui avaient vécu des années sous les explosions. La fin n'apporta pas de soulagement immédiat. Elle apporta la désorientation, comme si le monde avait changé de rythme, sans avertissement. Le retour au monde civil n'était pas complet. Des villes intactes, des gens parlant de routine. Pour ceux des tranchées, tout semblait artificiel. Ils portaient un champ de bataille qui ne reconnaissait pas les traités. Beaucoup ne dormaient même pas sans revivre les bombardements. Les sons ordinaires déclenchèrent la panique. La guerre avait pris fin sur le papier, mais continuait dans l'esprit. Le silence devint réponse, car expliquer semblait impossible. La société attendait des héros. Elle reçut des hommes distants, incapables de se reconnecter. Les travaux simples semblaient vides après des années de combat pour seulement survivre. Ce n'était pas de la faiblesse. C'étaient des mondes incompatibles. Les gouvernements érigèrent des monuments et des médailles, mais aucun honneur ne rendait ce qui avait été pris. La guerre moderne fragmente les identités et transforme les survivants en étrangers dans leur propre foyer. Là, j'ai compris que la Première Guerre ne finit pas en 1918. Elle changea seulement de forme, continuant dans les survivants et façonnant le siècle suivant. La guerre enseigna quelque chose de dangereux, que la mort de masse pouvait être normalisée par les chiffres et les rapports. Les gens devinrent des statistiques. Quand la vie devient chiffre, l'empathie devient optionnelle. La souffrance des tranchées ne devint pas un avertissement, elle devint un manuel. Les stratégies furent affinées. La prochaine guerre commencerait plus efficace. Le monde apprit qu'il pouvait organiser la mort avec planification et distance émotionnelle. Tuer devint procédure administrative. La normalisation de la mort créa la tolérance à l'absurde. Le trauma devint résignation. La souffrance fut incorporée comme possibilité politique. L'héritage vrai n'est pas dans les tranchées, mais dans la mentalité qui accepte les vies comme ressources jetables. La Première Guerre était un miroir cruel de la capacité humaine à s'organiser pour la mort, quand la technique surpasse l'empathie. Et les miroirs, quand ignorés, se répèchent. Si tu veux continuer à voyager avec moi à travers des moments où l'humanité a perdu le contrôle d'elle-même, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Le temps garde des histoires que beaucoup préfèrent oublier, mais qui reviennent toujours. Je serai là pour les observer avec toi. Jusqu'au prochain saut.